Hello, hello à tous. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Prends tes boots. Et aujourd'hui, je suis en présence de Noémie. Alors, avant que vous entendiez la douce et mélodieuse voix de Noémie, je voudrais juste vous dire que Noémie, euh, c'est une super nana que j'ai rencontrée finalement très récemment. Mais on n'a pas toujours besoin de se parler. Avec Noémie, on se comprend bien. Donc, en dehors, bien sûr, d'être une super nana, elle est coach. Elle est surtout spécialisée dans la transition salariat vers l'entrepreneuriat. Elle est aussi maman de 2 super chouettes enfants. C'est une amoureuse du nomadisme et en plus, elle est podcasteur. Salut Noémie. Salut, bonjour. Merci Laura de me recevoir. Écoute, je suis vraiment très très contente que tu sois là. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Quand je parle un petit peu de ton parcours, du fait que tu sois coach, est-ce que ce chemin de vie a toujours été très clair pour toi? Est-ce que tu as suivi plutôt un mode, plutôt en mode hyper tranquille ce que la vie t'apportait, ou est-ce que tu as été chercher vraiment des réponses toi-même? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Yes, avec plaisir. Alors, non, ça n'a pas été un chemin tranquille du tout. Pour moi, en fait, donc moi, pour vous la faire courte, on va dire, j'ai commencé dans le salariat. En fait, pour le coup, au départ, j'ai commencé, oui, vraiment par pas trop me poser de questions et puis me dire, bon, allez, c'est le chemin facile. On me dit que je dois faire des études, je fais des études. Et puis après, tu vois, premier job, deuxième job, enfin voilà, les choses se sont faites. Sauf que très très vite, j'ai compris que ce chemin-là ne me rendait pas du tout heureuse en fait, ne m'épanouissait pas. Et là a vraiment commencé une réflexion pour me dire déjà pour me dire c'est pas parce que je suis pas normale en fait, c'est juste parce que le chemin sur lequel je suis n'est pas le bon pour moi. Et puis après, ben, vient la question de, au final, ben, si celui-là n'est pas le bon pour moi, lequel? Lequel serait le bon pour moi? Et donc, on en arrive effectivement à des réflexions, euh, tant sur ta mission que sur tu vois, tu as parlé de nomadisme tout à l'heure, mais sur le mode de vie que je veux avoir, sur la manière dont je veux vivre, sur la manière dont je veux comment dire, vivre aussi vis-à-vis de mes enfants. Enfin voilà, toutes ces questions-là, elles arrivent. Et puis, ben, il y a des décisions qui se prennent en face de ces questions pour bifurquer et puis pour remettre un petit peu le train sur les rails, en fait. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé à passer du salariat à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a eu un déclic et pourquoi le coaching? Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie que tu nous expliques aussi. En fait, l'entrepreneuriat, j'ai vraiment toujours eu cette envie en moi. Toi, pour la petite histoire, quand j'étais à la fac, j'avais hésité à faire une licence pro entrepreneuriat. Donc c'est vraiment quelque chose qui a toujours été en moi, euh, parce que j'ai toujours eu envie d'être libre. Enfin moi c'est vraiment la première, le premier mot que je mets derrière l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours attirée. Après, ben voilà, il y a aussi, je pense, des moments dans ta vie où tu as plus besoin de construire autre chose. Ou voilà, nous, on a eu des difficultés, par exemple, à avoir notre premier enfant. Donc, ça a été ma priorité à un moment donné. Et j'ai mis cette partie-là un peu de côté. Sauf que bah, quand Lison est arrivée, que très vite, en plus, a pointé le bout de son nez derrière, bah, cette question-là, elle est revenue vraiment sur la table de manière très forte. Parce que j'étais prête, en fait, tout simplement, Mm. à aller vivre ce que j'avais dans les tripes. Il y a eu plusieurs déclics. Le premier déclic, ça aura été la naissance de ma fille, clairement. Mm. Parce que là, j'étais devenue une esclave de mon temps. Et ça ne m'allait pas, mais pas du tout. Donc je me suis dit, ça, c'est juste pas possible. Il va falloir que je trouve une autre solution. Et en plus, sachant que j'avais un deuxième petit bout qui arrivait, là, je me projetais plus du tout. Et puis, le deuxième déclic aussi, ça aura été que, comment dire, j'ai senti dans ma vie pro que c'était le bon moment.
Tu vois, j'arrivais vraiment au bout d'un truc que chaque matin, j'y allais en me disant non, mais vraiment, c'est pas mon chemin. Donc, j'étais vraiment arrivée au bout d'un cycle et professionnellement aussi, j'étais prête. Et puis, pourquoi le coaching? En fait, moi, enfin, pour plusieurs raisons, en vrai. Moi, j'ai travaillé dans les ressources humaines quand j'étais salariée. Donc, l'idée que les gens s'épanouissent au travail a toujours fait partie de mes ambitions, si tu veux, des choses qui m'animent. Parce que je pense qu'on y passe beaucoup de temps et qu'en plus, chez moi, la part professionnelle est vraiment une part importante, tu vois, de l'épanouissement et tout. Et j'avais vraiment à cœur de contribuer à ce que les gens s'épanouissent professionnellement. Sauf qu'en fait, j'ai pas trouvé cette place-là en tant que salariée dans les RH. Et je l'ai plutôt trouvé. Enfin, et donc, je suis allée chercher ailleurs comment je pouvais, si tu veux, remplir cette mission, tu vois. Et ben, le coaching me permettait de garder finalement la part la plus noble du métier que je pouvais occuper avant et puis de me débarrasser de ce qui pouvait un peu plus me contraindre. Donc pour ça, le coaching, j'ai aussi choisi le coaching. C'est sur un autre champ, mais qui est tout aussi important parce que c'est une activité qui me permet de l'exercer d'où je veux. Tu vois, Complètement. J'avais hésité avec d'autres projets, hein, pour être tout à fait honnête, notamment le projet d'ouvrir un salon de thé, librairie, brocante, tu vois, un truc comme ça. Mais qui m'aurait aussi très très bien plu d'ailleurs. Mais il y avait plein de raisons qui faisaient que le coaching était plus fait pour moi, à l'instant T aussi. Et notamment le fait de dire j'ai pas de contraintes, je peux le faire quand je veux, où je veux, tout en ayant beaucoup de valeur à apporter. Donc voilà aussi pourquoi le coaching. Et puis le troisième point, je dirais, c'est aussi que cette activité-là, elle me permet moi de rencontrer des personnes extraordinaires, d'avoir un effet miroir aussi avec mes clients et d'avancer avec eux. Tu vois, c'est tout à fait cohérent et logique finalement dans le chemin que j'emprunte aujourd'hui que d'être coach. J'aide bien sûr mes clients à grandir, mais eux en retour m'aident aussi énormément. En termes, on va dire, le plus simple possible, est-ce que tu pourrais nous donner en tout cas, ta définition du coaching? En termes le plus simple possible, Quand je dis en termes le plus simple, c'est en tout cas en tes termes à toi, quelle est ta définition du coaching? En fait, moi je dirais que la première chose quand tu es coach, c'est que tu crois profondément en la personne qui est en face de toi. Tu crois profondément qu'elle peut aller explorer les parts d'elle-même les plus ambitieuses sur n'importe quel sujet, tu vois, que ça peut être personnel, professionnel, enfin voilà. Je crois que, voilà, avant tout, quand tu es coach, tu crois profondément à la personne qui est en face de toi. Tu lui permets d'aller croire en elle autant que toi, tu crois en elle. Et donc, elle va s'autoriser à se révéler. Elle va s'autoriser à aller chercher et à poser les actions qui vont faire qu'elle va davantage s'épanouir, faire des choix qui seront plus les siens, s'assumer. Et voilà, et aller au bout de ses envies, en fait, tout simplement. C'est comme ça que je décrirais le coaching, au final. Est-ce que selon toi, pour être une bonne coach, déjà, est-ce qu'il faut être coaché aussi? Et est-ce qu'il faut bien se connaître? Oui, je pense que vraiment, tu peux pas accompagner les personnes dans leur cheminement, comprendre ce qui va se passer au fond d'elles, comprendre les luttes, tu vois, qui vont se produire ou les discussions intérieures. Si toi-même, t'as pas fait ce travail, tu sais, on dit un coach, il peut pas t'emmener là où il n'est pas déjà allé lui-même. Ça veut pas forcément dire qu'il y est allé en termes d'action et qu'il a obtenu exactement, tu vois, les résultats que tu veux ou mis en place parce que chacun est unique. Mais par contre, c'est important que le coach comprenne ce qui se joue, comprenne ce qui se joue aussi quand tu vas à l'exploration de toi-même. Et donc, tu peux pas être coach pour moi si tu vas pas toi-même à l'exploration de toi, que t'es pas dans cette logique de réalignement, tu vois, de dépassement aussi. Enfin voilà, je pense qu'effectivement un coach doit
vraiment travailler sur lui. Mm. Et au plus il avancera, au plus il aura aussi des clés à transmettre. Enfin voilà, il faut aussi composer avec ses propres expériences, ses propres blessures. Enfin voilà, et ça nous aide aussi à prendre conscience que qu'on peut dépasser tout ça. Mm. Donc le fait de le faire pour soi-même permet aussi d'aider les autres à le faire. Ça me fait penser au fait donc qu'un coach ne doit pas, entre guillemets, s'endormir sur ses acquis. Ça me fait penser à une discussion assez improbable hier avec le médecin, parce que je suis allée le voir avec Robin. Et je lui explique que bah, j'ai pas du tout été. Je suis pas retournée voir la pédiatre parce que la dernière fois, elle nous a fait le coup 2 fois. Elle s'était trompée de diagnostic pour Robin. Du coup, ça s'était empiré. Bref. Et il me dit, il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose que j'ai appris dans ma carrière de médecin, en tout cas de jeune médecin et en tout cas à mes dépens au tout début, c'est que quand vous avez 10 patients qui sortent avec une gastro, le 11e n'est pas forcément une gastro, mais ça peut être une appendicite. Et il disait, il n'y a rien de pire dans la vie que les gens qui sont endormis et qui se reposent sur leurs acquis. Et effectivement, il a, en tout cas, d'un point de vue médical, bon, certes, c'est peut-être plus grave, mais je crois que dans nos métiers respectifs, et en tout cas, toi, en termes en tant que coach, je crois qu'on ne délivre pas du tout les mêmes valeurs quand on est tout le temps, tu sais. Alors certains me diront, ouais, mais il faut pas toujours se remettre en question. J'entends complètement cette remarque, mais c'est vrai que quand tu essayes toujours de faire de la veille et de toujours progresser, d'apprendre sur toi, etc., je pense que ce que tu délivres au fur et à mesure à tes clients évolue en même temps que toi et que la qualité aussi de tes accompagnements le résultat est là. Et donc, ça me fait penser aussi aux psys, les meilleurs psys, pas en termes de prix, les meilleurs psys qui apportent vraiment le soutien et l'accompagnement, un accompagnement de qualité. Là, je ne sais pas si tous, c'est une question que je me suis posée, mais en tout cas, beaucoup de psys, en fait, sont également suivis par d'autres psys, déjà sûrement pour ne pas péter des câbles. Et pour faire, comme tu le disais très justement, en faire continuer ce travail sur soi. Ok, eh ben je suis ravie en tout cas d'entendre que dans ton cas, tu continues aussi ce cheminement. J'ai quand même l'impression que ces dernières années, alors c'est plutôt à toi de nous le dire, mais il y a une émergence de coach, il y en a un petit peu à toutes les sauces. Donc, comment en fait aujourd'hui, comment on choisit un coach? Tout à l'heure, tu disais que, en tout cas, ta posture de coach t'amenait à vraiment croire en la personne et en son potentiel. Est-ce que ça t'arrive aussi de choisir tes coachés? Donc, première question. Et comment on fait pour choisir en fait un bon coach et en tout cas le coach qui nous correspond? Très bonne question. Ouais, alors moi, effectivement, ça m'arrive de choisir mes coachés. Et en fait, bien souvent, d'ailleurs, la vie se charge un peu de nous aider à les choisir. C'est-à-dire que tu sais, tu sens que ça ne matche pas du tout. Et globalement, on s'est non choisi mutuellement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais voilà. Et en fait, pour moi, vraiment, le choix d'un coach va porter d'abord sur les valeurs qu'on va véhiculer. Et c'est pour ça que c'est important d'être un coach authentique. Et moi, je revendique ça énormément. En disant ne devenez pas des coachs qui ont la même image que tous les coachs et puis tu vois, sans exprimer finalement qui tu es vraiment, parce que la personne en face de toi, voilà, ton coaché, il doit savoir qui tu es, parce que dans tous les cas on va donner de soi hein, dans un accompagnement, donc dans tous les cas c'est important d'être honnête sur la marchandise, tu vois. Dès le départ. Et effectivement, le choix il va d'abord se porter sur les valeurs qui vont être des valeurs importantes. Les socles, en fait, les valeurs profondes doivent être quand même communes parce que c'est comme ça qu'on va se comprendre.
Et ça, c'est à nous coachs aussi de l'identifier lorsqu'on on a des personnes en face de nous. Et puis, quand tu es un coaché, déjà, moi je dis toujours, écoute ton cœur. Tu vois, quand j'ai des personnes en face de moi qui vont voir différents coachs, et d'ailleurs c'est très bien, j'encourage à le faire, avant de faire son choix, je dis toujours, avant tout, écoute ton cœur. Lui, c'est lequel coach est plus fait pour toi aujourd'hui, et d'ailleurs est plus fait pour toi aujourd'hui, au niveau où tu en es, etc. Peut-être que dans 5 ou 6 ans, ce serait différent. Mais voilà, et puis, c'est aussi en fonction tu sais, de l'expérience un peu que tu auras vécue dans les premiers échanges avec le coach, de se dire, est-ce que tu t'es senti à l'aise Mm. pour tout dire, en fait. Si tu as eu de la retenue, si tu t'es pas senti vraiment à l'aise, là, il y a des chances que tu te livres pas totalement et que tu n'ailles pas au bout du travail, en fait. Mm. Donc voilà, est-ce que tu t'es senti vraiment à l'aise pour tout lâcher, en vérité? Tu te mets pas en danger, mais voilà, pour tout lâcher. Et puis, est-ce que tu as vraiment confiance au fait que le coach, il va pouvoir t'aider à trouver tes solutions? Mm. Mm. Si tu as ce sentiment de confiance qui s'est installé, bah vas-y à 100%. Tu sais que, en fait, le fait que tu aies eu ce sentiment de confiance va faire aussi que tu as eu confiance, tu vas avoir confiance en toi et le cercle vertueux va se mettre en place. Ouais, en fait, ton corps sait. C'est-à-dire que c'est cette petite voix, certes, qu'on oublie très souvent, mais qui est bien présente et qui est bien plus d'ailleurs présente qu'on, qu'on Exactement. l'imagine. Ouais. Euh, mais cette petite voix, surtout dans les feelings, elle nous dit tellement, elle nous donne tellement d'informations que dans le choix aussi des personnes qui nous accompagnent. Dans le choix des clients. Je suis toujours intéressée de poser la question, est-ce que tu choisis tes clients? Alors je sais que dans certains cas, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je trouve que c'est un vrai sujet. Parce que il y a des fois où ça passe pas. Et du coup, l'accompagnement, il est compliqué. Euh, Ouais, tout à fait. et Et c'est très bien de le dire, tu vois. Et il n'y a pas de problème au fait que ça passe pas avec, ouais, qu'il y ait complètement. pas eu ce feeling ou ça veut pas dire qu'on est mauvais ou quoi. C'est simplement que là, l'alchimie, elle a pas pris en fait. Mm. Et tant pis, ça prendra avec quelqu'un d'autre. Ouais, complètement. Tes clients aujourd'hui qui franchissent le pas donc de l'entrepreneuriat, est-ce qu'ils le franchissent obligatoirement en suivant ton accompagnement ou est-ce que, donc en gros, est-ce il y a cette pression je fais un accompagnement avec Noémie et donc forcément je passe à l'entrepreneuriat ou est-ce que pas nécessairement? Alors pas du tout, non, pas nécessairement. Et ça, j'y tiens vraiment parce que en fait, les personnes que j'accompagne, donc, sont des personnes en général qui sont salariées, Ouais, elles sont qui sont encore salariées. toujours, voilà, elles sont toujours salariées, encore dans leur job. Elles savent clairement que ça va plus, que ça leur convient plus, que le chemin sur lequel elles sont est plus le bon. Mais il y a encore mille et une questions sur, bah oui, mais finalement, ce serait quoi le bon chemin pour moi? Hmm. Voilà, où est-ce que je vais vraiment m'épanouir? Pourquoi je suis douée? Enfin, toi, il y a toutes ces remises en question qui sont là, parce que quand le chemin est un peu chaotique, ça nous atteint aussi personnellement, et donc on en arrive à douter, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, de soi-même. Donc, c'est important de reposer les bases, en fait, et justement de pas se mettre de pression au départ, en se disant, on réouvre le champ des possibles. Enfin, mon entreprise, ça s'appelle Au pays des possibles, parce que vraiment, moi, j'aime cette idée de se dire, à certains moments dans notre vie, on peut réouvrir tout le champ des possibles. On a notre histoire, nos bagages, notre expérience, et on va décider de ce qu'on garde dans nos valises d'ailleurs, pour l'emmener avec nous. Puis il y a des choses qu'on peut dire qu'on met pas dans nos valises. Et puis, ce qu'on met dans nos valises, ça va nous aider pour choisir la prochaine destination. Et c'est le voyage qui va être sympa. Et donc, quand on en arrive, voilà, quand les personnes rentrent dans mon programme, l'Eden, et qu'elles elles se posent des questions, en fait, elles ont un désir, elles se disent, ouais, vraiment, l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que ça peut être ce qui est fait pour moi. J'ai envie d'explorer, de voir ce que ça peut donner. Et puis, voilà, à travers mon accompagnement, on va vraiment aller
vraiment en profondeur dans tous les sujets qui vont être importants pour se dire si oui ou non, au final, la vie d'un entrepreneur, c'est la vie que tu vas vivre demain. Et il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a pas que ta mission, en fait. Et il y a aussi ta vie perso, tes engagements, ce que tu es prêt à lâcher ou pas. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de faire tout ça en conscience et arriver à l'issue du programme de se dire, OK, maintenant, je sais exactement ce que je veux. Je sais exactement ce que je veux faire. Pourquoi? Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est pourquoi j'ai pris cette décision et je l'ai fait en conscience et je l'assume. Et du coup, voilà. Après, si je vais vers l'entrepreneuriat, j'ai toutes les clés pour y arriver, pour être, voilà, pour vraiment franchir ce pont. Et puis, si j'y vais pas, j'ai aussi les clés pour savoir ce que je veux vraiment faire, la destination que j'ai envie de prendre, enfin, la nouvelle orientation que j'ai envie de prendre. Et puis voilà. L'idée, c'est vraiment de remettre de la conscience là-dessus. Et puis, certaines personnes disent aussi, OK, je sais que c'est ce que je veux faire, mais je sais aussi que c'est pas ce que je veux faire tout de suite, finalement. Je vais me laisser encore 1 ou 2 ans pour telle et telle raison qui me vont très bien, je les assume, je suis OK avec ça. Mais maintenant, je suis claire et voilà, si tu veux, l'idée, c'est vraiment de mettre de la clarté, de désépaissir ce brouillard. Voilà, souvent, les personnes qui rentrent sont dans le brouillard et le but, c'est de dissiper ce brouillard, de remettre de la clarté et voilà, après, de prendre ses décisions en conscience. Mais ça sert aussi à ça, de se faire accompagner, de se dire, OK, est-ce que c'est vraiment ce chemin que j'ai envie d'emprunter? Quand je te présentais tout à l'heure, je disais que tu étais spécialisée dans la transition salariat-entrepreneuriat, mais je crois que, et bien sûr, si tu es d'accord, je pense que ce qui serait plus juste, en fait, si je devais peut-être revenir sur cette présentation, c'est juste dire, en fait, coach de transition. Parce que j'ai l'impression aussi, on en avait déjà parlé ensemble et un peu en off, mais je crois que ce qui était ressorti, c'est qu'en fait, suite à tes accompagnements, soit la plupart du temps, en tout cas, on se dit effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pour moi, mais pas tout de suite. Je sens que j'ai encore besoin d'1 an ou 2. Puis il y en a d'autres, en fait, qui décident juste simplement déjà de changer d'entreprise. Et puis d'autres de se dire, en fait, je reste salarié, mais je fais une reconversion. Je vais vers quelque chose de plus manuel, etc. Donc, en fait, pour moi, t'es vraiment, tu accompagnes dans cette transition à révéler, voilà, est-ce que je suis sur le bon chemin? Donc, il y a effectivement cette transition salariat-entrepreneuriat, mais il y a vraiment la notion forte de transition, je trouve. Et puis, ce que je trouve très bien aussi, c'est que avec toi, il y a vraiment un énorme arrêt aux injonctions. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu prends un coach pour passer à l'entrepreneuriat en fait que tu vas forcément que tu es obligé de passer à l'entrepreneuriat. Donc, faut aussi arrêter de foutre la pression aux coachés et puis à beaucoup de personnes dans cette société. Tout le monde ne doit pas être entrepreneur. Et en fait, c'est OK, il n'y a pas de problème là-dessus. Et j'ai envie de te poser cette question. Pour ceux qui ne franchissent pas le pas, qu'est-ce que l'échec pourrait signifier pour toi? Est-ce qu'on parle d'échec? Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce mot, en fait, échec? Tu peux parler d'un point de vue sociétal, bien évidemment, mais je voudrais vraiment connaître ton avis sur cette... sur ce mot, en fait, très très fort. Qu'est-ce que je pense de l'échec? Ouais. Est-ce que je pense que l'échec est... alors, c'est une discussion que j'avais eue avec un coaché, justement, là-dessus, où moi, je dis, c'est OK d'avoir des échecs. Et je trouve que c'est pas un gros mot. Parce que en ce moment, on entend beaucoup de personnes qui disent, il n'y a pas d'échec, il y a que des apprentissages, tu vois. Ça, c'est le genre de phrase qu'on entend beaucoup. En soi, sur le fond du fond, je suis assez d'accord. Mais justement, n'ayons pas peur de dire, là, j'ai échoué. En fait, ça n'a pas marché comme je voulais. Échec. Échec, ça veut pas dire j'abandonne tout, tu vois, je jette l'éponge et c'est mort à tout jamais. Ça veut pas dire ça pour moi. Ça veut simplement dire, ok, ça n'a pas marché comme je voulais. Le plan A, il n'a pas fonctionné. Je vais passer au plan B. Et j'aime bien, c'est Napoléon Hill qui dit, il me semble,
rien ne résiste à la persévérance. En face de la persévérance, il ne peut pas y avoir d'échec. L'échec n'existe pas. Et j'aime plutôt cette vision-là, de dire quand ça marche pas, quand le plan A il a pas marché, et ben je vais faire le plan B, et puis je vais voir, et puis je vais m'ajuster. Moi je dis toujours à mes clients, tu testes, tu analyses et tu ajustes. Voilà, tu testes, tu analyses, tu ajustes. Et quand tu es dans cette démarche-là, l'échec n'existe pas en fait. Il y a des échecs de certaines choses qui n'auraient pas fonctionné de tâches ou voilà, mais globalement, l'échec, il y aura pas d'échec s'il y a de la persévérance en face. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce que ça t'apporte, dans quel but, en quoi le bénéfice est supérieur aux contraintes, pour que justement la persévérance, elle soit là, elle ne flanche pas. Et parce qu'il y a cette persévérance, il n'y aura pas d'échec. Donc c'est un peu je te dis A et B en fait dans cette réponse. Non, mais c'est très bien. Est-ce que du coup, d'après ton expérience et avec les coachés que tu as accompagnés, est-ce que tu penses que il faut quand même bien se connaître pour trouver ou en tout cas se rapprocher d'une activité professionnelle plus alignée? C'est indispensable. C'est indispensable d'aller d'abord à la découverte de soi. Et je me rends compte avec les années à quel point on se méconnaît globalement. Personne, en fait, on ne nous apprend pas à aller à la découverte de nous-mêmes. C'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, que ce soit, enfin voilà, même, je veux dire même à l'école, on nous apprend pas ça. Et bien souvent, finalement, comme tu le disais en préambule, toi, on se laisse porter par le chemin sans se poser de questions. Et sauf que c'est à un moment donné où, quand ça devient complètement désagréable, complètement désaligné, où là on se dit, bah attends, zut, en fait, qu'est-ce qui se passe là, tu vois, enfin, je suis où? Mais c'est pas du tout là que j'ai envie d'être. Mais voilà, on est tellement issu d'une routine de méconnaissance de soi qu'à un moment donné, c'est important juste de s'arrêter 2 minutes et de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux? Tu vois, quand on pose la question aux personnes, mais c'est quoi, dans l'idéal, si j'étais ta bonne fée et que je pouvais d'un coup là t'emmener dans ta vie rêvée, tu es où? Tu fais quoi? Eh ben, les gens ne savent pas répondre à cette question. Et c'est assez logique, en fait, parce qu'on ne se l'est jamais posé. Donc ça, c'est le préambule, c'est le préalable indispensable pour moi, ouais. Oui, et puis je pense aussi que le fait de ne pas savoir forcément ce qu'on veut, je pense que dans notre société, soit on nous dit faut rêver très 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 grand, et je suis la première à dire bah ouais, rêvons grand, mais en fait soit tu rêves tellement grand que en fait tout est inatteignable. Si tu te mets juste à rêver, tu vois, moi récemment j'ai commencé à refaire mon petit carnet avec je crois que j'en ai 120. J'arrive pas encore à aller jusqu'à mes 120, mais je dois être à mes 75. 75 rêves ou en tout cas souhaits. Et je commence chaque souhait par « je veux ». C'est pas genre je commence ma phrase par découvrir. Non, je veux voyager, je veux voler avec les oies. Bon, et en fait, j'en suis à 70 comme ça. Et du coup, je me pose à chaque fois, chaque jour, je me dis, en fait, je veux quoi? Qu'est-ce que dans ma vie, là, tiens, aujourd'hui, j'ai vécu ça. Eh ben, ça renvoie quelque chose chez moi. Tiens, j'ai envie d'aller à sa découverte. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, peut-être que j'aurais réalisé l'ensemble de ces souhaits. Et en fait, tant mieux, parce que je suis contente de m'être posé cette question en me disant, en fait, je veux quoi? Et je crois que tu as foncièrement raison. Je crois que c'est très important, surtout aujourd'hui et dans une société où finalement tout va très très vite. Je crois que c'est super important de prendre le temps de se poser et juste de prendre un petit rendez-vous avec soi-même et en se posant ces 2 questions. Je veux quoi? Voilà, s'il y avait aucune barrière financière, familiale, personnelle, je ferais quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et je crois que ce sont des vraies questions qu'on devrait se poser presque souvent.
Exactement. Et en fait, effectivement, il faut se les poser souvent, ces questions, parce que comme on n'a pas forcément eu l'habitude de se les poser au départ, on peut, tu sais, tomber un peu à côté au début. Mm, mm. En fait. Et à force de la faire, à force de faire ces exercices, à force de se poser cette question, de se dire, bah, toi, enfin, c'est génial ce que tu dis. Finalement, qu'est-ce que je veux? Bah, plus on va le faire, plus on va être précis, puis plus on va justement aller à la découverte de soi. Donc, Exactement. euh, donc ouais, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement et c'est vraiment un apprentissage. On peut apprendre à aller se découvrir et à se dire bah, finalement qu'est-ce que je veux. Et c'est pas grave de pas savoir au début ce qu'on veut vraiment. À force de se poser la question, bon, les réponses elles vont arriver. Hein. Ouais, elles arrivent toujours. Ah, elles arrivent toujours. À un moment donné, voilà, notre fort intérieur reprend le dessus et dit mais en fait elle veut vraiment savoir ce que je veux. Ok, bon on y va. Mm. On parlait de rêve. Toi, enfant, Noémie, tu rêvais de quoi? Moi, enfant, en fait, je rêvais déjà finalement de simplicité. En fait, je me rends compte. Tu vois, je rêvais typiquement. Je vais te raconter une anecdote. Quand je me suis mariée, donc moi, mon mari tardait à faire sa demande. Et puis je voulais vraiment me marier. Donc au final, j'ai fait ma demande moi-même. C'est moi qui ai fait la demande pour dire bon, voilà, Je prends les choses en je main. vais prendre les choses en main. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que ma maman, on a discuté avec ma sœur, enfin bref, et elle se disait, mais Noémie, quand elle était petite, moi, dans ma cour de chez moi, ma petite cour d'enfant, je sortais toutes les chaises du salon, de la cuisine et tout, que je mettais sous forme un peu, tu sais, de banc d'église. Je mettais toutes mes peluches dessus. Et puis moi, je me mettais un petit déguisement que je trouvais. Et puis je marchais comme telle une mariée qui s'avançait. Tu vois. Et en fait, elle Génial. disait, mais elle a toujours rêvé. Ça faisait partie de ses rêves de se marier. Donc, ben voilà, au final, elle a été au bout de son rêve. Donc, tu vois, Génial. c'est pas un rêve, comme tu disais, c'est pas un rêve géant. Mais ça, c'était un rêve d'enfant et voilà, je l'ai réalisé avec un homme que j'adore en plus. Donc, Et je crois qu'il faut aussi le souligner. Tu as rêvé de ce moment, et d'ailleurs tu l'as vécu, mais en fait, c'est bien de se marier, mais c'est encore mieux de se marier avec la bonne personne. Et je voilà. crois que ça fait quand même un certain nombre de temps et d'années que vous êtes Tout à ensemble. Donc fait. c'est Ouais, ouais. ouais. Donc c'est d'autant plus un double rêve réalisé. Exactement. Est-ce que tu te souviens de pendant ton temps libre quand tu étais enfant, tu le passais à quoi? Hormis vouloir bien évidemment te marier, tu passais voilà comment à quoi tu passais ton temps libre? Écoute, moi j'ai toujours été une connectée de la nature. Voilà, j'ai grandi dans la nature et mon temps libre se passait les bottes en caoutchouc aux pieds, aller jouer dans les flaques, aller découvrir voilà mon environnement, les animaux, la terre. Enfin voilà, ça a toujours été mon mon passe-temps, mon loisir, déjà très très jeune. Donc donc cette connexion à la nature est pour moi quelque chose de très 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 important, qui me ressource énormément et qui m'a toujours ressourcée. Euh, j'ai beaucoup dansé aussi étant jeune, je faisais de la danse classique. Donc ça c'est quelque chose qui me nourrissait énormément. Et ce côté artistique aujourd'hui je le garde en moi si tu veux, ça fait partie un peu de mon ADN. Donc c'est quelque chose qui me ressource aussi, qui me fait du bien. Dont j'ai besoin pour me sentir bien. Euh, voilà, enfant, c'était ça, mes loisirs, mes temps libres. Euh, je réfléchis. Il y avait aussi beaucoup finalement, tu vois, de loisirs créatifs, dessiner, Hmm, voilà, c'est ce genre de choses, d'expression par l'art. hmm. Est-ce que ce soit dans ton enfance ou un petit peu plus tard à l'adolescence ou finalement c'est pas une question avec à une période précise, mais est-ce que tu te souviens d'un voyage qui t'a marqué, euh, qui t'a fait grandir? Et ben le voyage qui m'aura marqué, je dirais que c'est ouais même plus fin d'adolescence, tu vois, on est parti au Maroc.
avec toute ma promo de master, en fait, à l'époque. On est tous partis. Et, et en fait, pourquoi ça m'a marqué? Enfin, je vais te raconter l'anecdote. En fait, on était partis pour passer notre oral à l'étranger, dans une fac, enfin voilà, à Marrakech. Et moi, j'étais très concentrée sur mes études. Je voulais réussir absolument, etc. Et en fait, il y a une petite, il y a une petite, un petit groupe d'étudiants qui sont partis faire une nuit dans le désert, à la Belle Étoile. Et moi, j'y suis pas allée en disant non, non, il faut que je révise. Enfin, tu sais, en fait, un peu trop sérieuse. Et tout le monde est revenu de ce bivouac en me disant ah mais Noémie, tu t'aurais dû être là si tu veux. C'était ta place en fait. Toi, je sais pas pourquoi les gens tout de suite m'ont dit mais c'était évident pour nous que tu aurais dû y être. Euh, dans ce bivouac et ça fait un peu un tilt, un déclic chez moi en me disant mais en fait ça transpire le fait que je suis comme ça une amoureuse de la nature, une connectée et que c'est mon élément, ça transpire tellement que là j'y étais pas et les gens m'ont dit bah pourquoi? Donc ça c'est un voyage qui m'a marqué parce que ça a mis si tu veux, Ça a ça mis a le point, mis, ouais, le exactement, doigt ça a sur mis ça. une évidence sur quelque chose que je sentais, mais qui était plus, bah tu vois, comme je te disais, ouais, petite j'aimais jouer, enfin j'étais une connectée de la nature vraiment, mais sans vraiment en avoir conscience. Et là, si tu veux, ouais, ça a mis un point évident. Mm. Dans, dans le préambule tout à l'heure, en te présentant, je parlais aussi du nomadisme. En quoi c'est important aujourd'hui pour toi de partir sur sur les routes, dans les soutes, non, non, Laura, dans les routes, sur les routes, je vais y arriver, sur les routes en famille. En quoi c'est important d'emmener vraiment toute ta tribu à la découverte et de ces nouvelles aventures? Bah, déjà, ça nous coupe vraiment de notre quotidien. Mm. D'un coup, on arrive dans un mode de vie qui est totalement différent. On n'a plus de lieu attitré. Enfin voilà, chaque jour est une nouvelle aventure. Donc ça, c'est important pour moi de le faire vivre aussi à mes enfants. Ça nous reconnecte complètement parce que on vit dans un petit espace tous les quatre. On doit vraiment cohabiter, même si on cohabite déjà chez nous, mais là, le fait de prendre conscience des besoins des uns et des autres est encore plus évident, si tu veux. Puis dans Donc un ça, espace c'est... restreint. Voilà, exactement. Ouais, ouais, c'est un petit espace de Mm. vie, même si l'espace extérieur est pour le coup illimité Mm. et que le monde devient notre jardin, si tu veux. Mais par contre, c'est vrai qu'à l'intérieur, l'espace est petit. Donc voilà, ça nous apprend à... Ouais, en fait, notre routine quotidienne est différente. Et donc, on est aussi capable, du coup, de se dire, ben, on peut avoir différentes routines dans lesquelles on s'épanouisse. Tu vois, en fait, de faire bouger les lignes en permanence, c'est possible. Et puis moi, c'est important de le faire aussi avec mes enfants parce que ça leur apprend à aller à la découverte. Aller à la découverte du monde, enfin de l'environnement, tu vois, de vraiment la nature qui nous entoure, mais aussi aller à la découverte Mm. des autres façons de faire, des autres voilà, des inconnus, des autres langages. Enfin, elle a vraiment la découverte de l'autre. Et, euh, c'est une fierté quand je vois que mes enfants sont capables, en face de n'importe qui, d'aller à sa rencontre. Mm. Et que c'est pas du tout un problème, en fait. N'importe qui peut devenir notre ami, quoi. C'est un peu ça. Et ça, c'est important, ouais. Pour moi, c'est important de vivre ça avec mes enfants. Est-ce que vous décidez tous ensemble du spot pour la nuit ou est-ce que vous laissez une part totale au hasard? Comment ça se passe ce choix? Alors nous, on prévoit rien. Alors à chaque fois, les gens sont un peu abasourdis, c'est-à-dire qu'on part, on sait qu'on part. Parfois, pas toujours, on a un point de destination. Et puis au milieu, il peut se passer n'importe quoi. Mm. Voilà, donc et ça nous va très très bien. Alors après, par contre, on a les spots qu'on va choisir. En général, on les choisit ensemble. Quand on voit que la soirée arrive et que l'idée c'est de se poser pour la nuit, systématiquement, on va choisir un coin le plus en pleine nature possible.
Ça, c'est notre premier critère. Et puis voilà, après on se laisse porter par ce qu'on va trouver. Ce qui est marrant, c'est que souvent, les spots les plus improbables au départ, je me rappelle d'un spot où on s'était arrêté, on était arrivé sur, ça devait être une cabane de chasse ou quelque chose comme ça, donc c'était en été, il n'y avait pas de chasse, avec un grand parking bétonné, si tu veux, comme ça au premier abord, ça payait pas de mine, vraiment. Et en fait, on s'est installé là, on a déplié, on a sorti nos tables, nos chaises, il y avait vraiment personne. Et là, la nuit est tombée, si tu veux, on avait une vue sur le ciel qui était juste dingue. Aucune lumière, un ciel étoilé de fou. Et là, on s'est dit, waouh, bah, ce spot-là, il est juste ouf, et on l'aurait pas imaginé au départ, tu vois. Et c'est ça qu'on aime. Et en plus, le lendemain, on se lève, et il y avait en fait un chemin de randonnée qui était juste extraordinaire, juste derrière. Enfin bon. Donc, il y avait même un petit truc buissonnière où on a pu aller faire la chasse aux papillons avec nos enfants. Et tout ça, c'était pas prévu, si tu veux. Donc voilà, on se laisse porter, on voit ce que ça donne, mais la nature est toujours notre priorité. Mais tu sais, moi, je suis fan de l'imprévu. Alors, pas dans le quotidien, parce que, bon, avec des jeunes enfants, c'est bien quand c'est un peu rythmé. Ouais, la routine et structuré, voilà. Mais je sais que mes plus belles rencontres et quasiment les plus belles anecdotes pendant mon voyage ne sont liées que à des imprévus. Et dans mon teaser, dans la bande-annonce, j'aime bien raconter cette anecdote. Il y a cette petite voix, la citation, clairement, je l'ai inventée, mais j'ai eu l'impression, tu sais, c'était le message qu'on m'envoyait. C'était un peu, tu sais, ma chère Laura, à force de tout prévoir, tu vas t'apercevoir qu'en fait, le plus beau est toujours lié à l'imprévu. Et arrête de tout prévoir, parce qu'en fait, c'est là que tu vas vraiment kiffer. Et le jour où j'ai commencé à arrêter de tout prévoir pendant mon voyage, bien évidemment, il y a des pays où je me suis pas rendue alors que c'était prévu et que c'était écrit sur mon billet d'avion. Mais finalement, en ne m'y rendant pas, en me disant là, ma petite voix et mon corps me disent que c'est là qu'il faut que je reste. Et du coup, vous, en vous disant bon, ça paye pas de mine, mais en fait, on sent qu'on va rester là. Je crois que c'est les plus beaux cadeaux déjà qu'on puisse s'offrir. Et en tant que parent, je crois que ce sont des très beaux cadeaux aussi et de très belles valeurs qu'on peut aussi inculquer à nos enfants. C'est juste de savoir l'écouter, cette petite voix. Parce qu'en fait, elle nous parle tous les jours. Mais en fait, on nous a juste appris à ne pas du tout l'écouter. Et laisser place aussi aux imprévus. Tu vois, quand on part aussi avec Gaël, il n'y avait pas Robin à l'époque, mais il me disait tout le temps, il regardait une carte, il disait, ouais, par là. Je disais, ok, là on s'éloigne, ouais, mais je sens. D'accord. Et en fait, au début, je rentrais de voyage, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait ce lascar là c'est pas du tout par là qu'il faut aller. Et en fin de compte, il venait juste m'accompagner à travailler ça sur moi. Et je me suis aperçue, du coup, en faisant vraiment confiance à ce flair, qu'à chaque fois, il nous a trouvé des super spots. Et en fait, tout ça est lié à l'imprévu. Et je crois que c'est une forme de lâcher prise d'aller aussi vers cet imprévu. Et je crois que c'est chouette aussi de s'écouter et de lâcher prise un petit peu sur que ce soit dans son quotidien ou pendant ses vacances ou bref, moi ça me parle beaucoup et voilà, et vive l'imprévu, pas tous les jours, hein, mais de temps en temps c'est bien. Faut accepter les frustrations qui vont avec. Enfin, moi, je sais qu'une fois, on était, c'était en Andalousie, aucun plan prévu, donc évidemment, voilà, on se retrouve devant l'Alhambra qui, du coup, était complète, qu'on n'a pas pu faire, tu vois, parce qu'on n'avait pas réservé à l'avance notre billet et tout. Donc, faut accepter que ça fait partie du jeu quand tu es dans l'imprévu aussi, tu vois, des frustrations qui peuvent aller avec parfois. Mais le fait de ne pas avoir fait ça nous a permis de faire autre chose qui, sans doute, nous correspondait davantage. Donc, tu sais, il y a deux citations. Il y a une citation que j'ai apprise et retenue pendant mon voyage parce que elle m'a beaucoup marquée. C'était le touriste. Alors je vais essayer de m'en souvenir. Le touriste
le touriste voit ce qu'il est venu voir. Le voyageur voit ce qu'il peut voir. Et en fait, je crois que c'est ce qui a guidé tout mon voyage et c'est ce que tu es en train de dire. Je me souviens qu'à un endroit, je crois que j'étais au Chili et dans une auberge, j'étais crevée. Et puis, il y a une nana qui me dit... est-ce que tu as été dans le parc national, là, qui était à peu près à 1 heure, fallait prendre le bus, etc. Je lui dis non, pas encore. Elle m'a dit, t'y vas? Je lui dis non, je repars, je pense, dans 2 jours. Et là, j'ai vu l'incompréhension sur son visage. Elle me dit, je comprends pas. Tu ne vas pas au parc national? Et là, je lui ai dit en rigolant, je dis non, en fait, je suis crevée. Moi, je voyage pendant 9 mois, donc en fait, je minimise. J'écoute mon corps. Elle n'a pas compris. Elle me dit, mais en gros, moi, j'ai 2 mois de voyage. Tout ce que je peux voir, je le vois. Et en fait, on se parlait en anglais, donc si tu veux, avec notre niveau respectif, j'ai essayé de lui dire, je dis, mais en fait, c'est OK, c'est ton type de voyage. Moi, c'est pas ma vision du mien. Et moi, je suis pas partie 9 mois pour visiter toute la terre, enfin la terre entière. Je suis partie juste déjà pour moi. Et tout ce que je verrai, ce sera que du bonus. Et c'est exactement toi, quand tu arrives à un endroit, tu te dis ah mince, on n'a pas pu le faire. Ouais, mais ce que vous avez vécu ou ce que vous avez visité à côté, c'était tout aussi bien, puis c'était différent, et puis c'est OK. Et on se coupe de la logique d'objectif et de résultat. Exactement. Et je crois que c'est super important dans aussi le fait d'apprendre à se connaître, de se dire, et même au niveau pro, tu vois, les objectifs, les machins, moi, ça fait très longtemps, je les suis, mais j'arrête de me foutre la pression en me disant, en fait, si ce truc-là, malheureusement, n'a pas pu être fait aujourd'hui, ou si, alors, il y en a certainement qui me diront, ouais, c'est pas professionnel, un objectif, c'est jusqu'au bout. Oui, mais en fait, si tu le réalises, mais peut-être d'une autre façon, etc., en fait, c'est OK. Faut arrêter avec toutes les injonctions et la pression qu'on se met, en fait, sur tout. J'ai envie de finir et sur cette dernière partie sur le podcast, parce que tu es aussi podcasteur. Ton podcast aujourd'hui s'appelle Au pays des possibles, et puis tu lances bientôt une nouvelle chronique, notamment pour partager tout ce dont on a parlé et encore plus sur le nomadisme. Ça va être, moi, j'ai hâte d'entendre cette nouvelle chronique. Pourquoi tu as eu envie de lancer ton podcast? Je sais que le pourquoi est très important dans tes accompagnements. Du coup, j'ai envie de te poser cette question. Écoute, j'ai eu envie de lancer ce podcast pour justement inspirer, si tu veux, un maximum de personnes à dire, si on veut, on peut prendre un virage. On peut décider de changer de chemin et ça fait partie de la vie et il y a des clés qu'on peut mobiliser pour réussir à changer de chemin et en se sentant bien dessus. Quand je dis réussir, c'est le faire en étant bien, en fait. Bifurquer en étant bien. Donc j'ai envie de lancer ce podcast pour inspirer, ouais, vraiment, pour partager aussi mon expérience. C'est aussi pour ça que il y a cette nouvelle chronique qui voit le jour, Libres et émerveillés, pour montrer qu'on peut être des personnes normales, tu vois, sensées, pas des simples. Voilà, exactement. On n'est pas obligé d'être des hippies, musiciens, un peu borderline, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas du tout un jugement que je porte là, mais ça peut être un peu l'image qu'on a du nomadisme. Ouais, et puis de se choisir son mode de vie. Et en fait, non, tu peux choisir ton mode de vie juste en étant toi et en faisant ce qui est bon pour toi, ce qui te plaît toi. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai eu envie de lancer ce podcast. Et puis pour que chacun puisse trouver les clés pour aller vers la meilleure version de soi-même, tout simplement. Dans quelques mois ou quelques années, je ne sais pas encore, tes enfants vont pouvoir écouter cet épisode et surtout en comprendre notre discussion, comprendre le poids
de nos mots et de tes mots en tant que maman. Quel message aujourd'hui tu aurais envie de leur faire passer, sachant qu'ils vont l'écouter forcément un jour? Génial. Écoute, j'aurais envie de leur dire que la vie est merveilleuse. La vie est un cadeau incroyable qu'on a et que la vie, elle mérite d'être pétillante, en fait. Elle mérite qu'on prenne quelques risques pour elle. Elle mérite qu'on aille l'explorer. Et que si ton cœur te dit que ce chemin-là, t'as envie de l'explorer et que tu le fais, eh ben, c'est là que t'as réussi. C'est là que t'es dans la réussite et que tu peux inspirer beaucoup de personnes autour de toi et que c'est là que tu vas trouver ta voie, en fait. Si tu suis ton cœur et que tu vas sur le chemin que tu as envie d'explorer, qu'importe ce qui se passera dessus, si tu suis vraiment ce qui est au fond de toi, tu auras la ressource, tu trouveras ce qu'il faut pour atteindre ce que tu visais sur ce chemin-là, en fait. Voilà ce que je dirais à mes enfants. Ose, fais-toi confiance, tu peux le faire, tu en es capable, si vraiment ton cœur te dit de le faire, tu peux le faire, et croque la vie à pleines dents, vraiment. Et écoute ton cœur. Voilà. Chouette. Voilà, je pense que ça va être un très très beau message. Ils auront plein de questions à te poser après. Comment on fait? Exactement. On arrive sur le petit clap de fin avec ce petit quiz. Alors, ça a un rapport bien évidemment avec le titre de ce podcast. Et encore une fois, je le répète, désolée, mais je suis désolée parce que Gad Elmaleh a une vraie phobie des pieds. Et nous allons forcément parler des boots et donc des pieds d'une certaine façon. Noémie, est-ce que tu es prête pour ce quiz très rapide? Prête. Tu chausses du combien? 39. Quel type de chaussures utilises-tu dans ton métier au quotidien? Pieds nus. T'es plutôt minimaliste ou vestiaire à chaussures? Minimaliste. Tu as plutôt un pas léger ou est-ce que tu fais trembler le plancher? Je fais trembler le plancher. Le matin, t'es d'humeur pied droit ou pied gauche? Pied droit. Ballerine ou chaussures de chantier? Chaussures de chantier. Est-ce que tu as trouvé chaussures à ton pied? Oui. Et si ces mêmes boots pouvaient t'aider à exaucer un rêve pour toi, pour notre planète, ça serait quoi? Qu'on ait tous cette conscience du respect de notre mère nature. Ouais, et je crois que on se parle aussi très souvent aussi de maman à maman, et que tu as aussi un petit garçon. Je crois que c'est alors non pas qu'on n'a pas du tout la même éducation à transmettre à nos filles, mais je crois qu'en tant que maman aujourd'hui, on a un vrai rôle d'éducation et d'ouverture. Alors déjà auprès de nos petits garçons. Moi, je reste persuadée que il y a beaucoup de mots. Je dis pas que tous les mots sont liés aux hommes. Attention, ne me faites pas dire ça. Mais je crois que c'est une vraie mission aujourd'hui d'éduquer nos enfants différemment dans l'ouverture. Et Dieu seul sait à quel point ça doit être compliqué pour eux de vivre cette époque avec tous ces masques. C'est une chose, mais je crois qu'on a une vraie mission aujourd'hui en tant que femme et aussi en tant que maman, mais en tant que femme on apprend de mieux en mieux à se connaître. On a beaucoup moins peur, en tout cas pour les femmes avec qui j'échange et que je connais, on a toute envie en fait d'aller découvrir, d'aller à notre rencontre. Et ça, je crois que c'est un vrai cadeau de la vie. Tu parlais de cadeau de la vie, mais tout à l'heure, mais je crois que c'est un vrai cadeau aussi qu'on s'offre aujourd'hui et qu'on a décidé d'aller aussi explorer. Et je crois que ça va être, plus on apprend à se connaître en tant que femme, plus on accepte cette vérité intérieure, plus on va avoir de très très belles choses aussi à enseigner
à nos enfants. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois aussi l'éducation que j'ai envie de donner à Robin. J'ai envie d'en faire un homme profondément... déjà un homme, oh mon Dieu, c'est très loin tout ça, je suis pas prête. Mais oui, nos enfants seront des femmes et des hommes plus tard. Et en fait, ce seront les citoyens de demain. Et je crois voilà, il y a notre envie en tant qu'homme et femme aujourd'hui, de se dire j'ai envie que le monde de demain soit comme ça. C'est bien de dire ça, mais je pense que on a aussi ce rôle de se dire je suis parent, donc finalement les citoyens de demain ce sont nos enfants. Donc qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux transmettre dans mon éducation pour que en fait mon enfant contribue à un monde aussi meilleur. Exactement. Moi, je vois vraiment, tu vois, je me dis, on est tous les enfants de la Terre. Nous sommes les enfants de la Terre. Et mes enfants sont les enfants de la Terre. Moi, je ne suis que la passeuse dans cette histoire. Et mon rôle, c'est de quelque part, d'être une bonne passeuse entre ce que la Terre nous donne et ce que mes enfants vont être capables de recevoir d'elle et donc de lui rendre. Enfin, tu vois, je me vois vraiment dans ce rôle-là. Et d'ailleurs, je déteste, toi, même dans mes écrits ou quoi, j'aime pas dire mes enfants, même si ce sont mes enfants, enfin, tu vois, mais ils ne m'appartiennent pas. Exactement. Donc, et moi, j'ai un rôle, vraiment, je me vois comme ça, comme une passeuse de valeurs fortes. Et pour moi, la mère de tout reste la terre. Donc, la valeur première est celle-ci. Je lisais, justement, ça va complètement dans ton sens et dans ce que tu dis. C'était, je ne sais plus du tout où j'ai lu ça, mais c'était justement notre mission en tant que parents, ce n'est pas de garder auprès de nous nos enfants. En fait, c'est juste de les accompagner et de leur donner toutes les clés dont ils ont besoin pour ensuite vivre leur vie. Je crois que c'est compliqué aussi à entendre pour beaucoup de parents parce que forcément, pour beaucoup de parents, quand l'oiseau doit quitter son nid, c'est forcément difficile. Mais je crois que plus on l'intègre tôt, non pas que j'ai déjà très très envie que Robin quitte le nid, mais ni moi, je veux bien les garder encore un peu. Mais je crois que c'est vraiment ça, de se dire j'essaie de te transmettre vraiment tout ce que je peux. Bon, bien évidemment, tu me connais, moi je ne transmets que des bonnes choses, hein, mon humour, la bonne bouffe. Je ne suis pas du tout une râleuse. Tout comme moi d'ailleurs. Mais attention. bien sûr. Mais voilà, ça, je crois que c'est une vraie mission aussi en tant que parent. On a fini cet épisode. Est-ce que tu souhaites rajouter le petit mot de la fin? Je te laisse, voilà, si tu souhaites rajouter quelque chose, Noémie, avec grand plaisir. Écoute, déjà, merci à toi, Laura, pour ce très bon temps qu'on vient de passer ensemble. C'était un vrai plaisir pour moi, vraiment, merci. J'espère avoir pu donner quelques clés, quelques billes à tes auditeurs. Mon mot de la fin, écoute, ce serait peut-être osons la vie, voilà, tout simplement. Allons au bout de nos envies. J'ai lu il n'y a pas très longtemps et ça m'a vraiment plu dans un livre qui disait on prend la vie un petit peu trop au sérieux. Et c'est vrai, je pense. On prend la vie un petit peu trop au sérieux. C'est important d'être sérieux, mais on peut aussi prendre la vie un petit peu de manière rigolote, en se disant tiens, c'est finalement c'est cool, on a de la chance d'être en vie, quoi. Donc savourons ça et puis allons à la découverte de ce qui nous fait envie. Donc voilà, ce serait mon message de la fin. Ne prenons pas la vie trop au sérieux et puis allons à la découverte de notre cœur, parce que je suis convaincue que globalement, on est tous de belles personnes et qu'on a plein de belles choses à offrir. Super. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Et puis merci pour ton temps et ta disponibilité. Non, vraiment, merci à toi.
Je vous retrouve pour le prochain épisode dans 15 jours et je vous dis à très bientôt et surtout je mettrai en lien le site internet et puis toutes les ressources qu'on aura abordées dans cet épisode. Je mets tout ça dans la description. Je vous dis à très très bientôt et puis à bientôt pour un prochain épisode.